Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le tout dernier cours d'histoire de votre année de troisième et nous allons nous intéresser finalement à cette transformation de la société française à la fin des années 60 en mettant notamment l'accent sur le mouvement de révolte de mai 68 dont vous voyez là deux photographies prises à Paris. Alors avant de commencer, une petite histoire de Nasreddin. Le plus riche commerçant de Bagdad venait de mourir. On le conduisit au cimetière dans un cortège imposant et silencieux. Les héritiers marchaient en tête, l'air sérieux, chacun pensant à sa part d'héritage. Seul Nasreddin se lamentait et pleurait à chaudes larmes. Un homme s'approcha de lui. Le défunt était-il l'un de tes proches parents? Justement non, répondit Nasreddin. Voilà, c'est paradoxal en fait. Il pleure parce que comme il n'est pas un parent, il ne va pas avoir l'héritage, alors que ceux qui vont toucher l'héritage sont en fait plutôt contents que le défunt soit mort. Voilà, c'est la morale de la blague. Bon, donc on en revient à mai 68. Alors, comment expliquer finalement que ce mouvement étudiant ait connu un tel retentissement que 50 ans après, on le commémore encore. C'est une référence encore dans une partie de la gauche française. Et finalement, que s'est-il passé? Quelles ont été les revendications de ce mouvement? Alors c'est ce que vous allez voir dans ce court extrait du reportage de Don Kent, Les années 1968. C'est un reportage de 3 heures qui est passé il y a quelques semaines sur Arte. Les années 1968 de Don Kent, un reportage génial parce que justement il y a un paradoxe, il dit les années, alors que normalement c'est juste l'année 1968, mais lui finalement part de 1965 aux années ensuite 70 et voit comment mai 68 en France s'inscrit dans un mouvement de contestation plus global où il y a des révoltes aux États-Unis, au Japon, au Congo, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie. Et donc finalement, c'est toute une contestation sur fond de critique de la guerre du Vietnam, sur fond des inégalités dont sont victimes et les ségrégations dont sont victimes les Afro-Américains aux États-Unis. Donc là, un grand lien avec le thème aujourd'hui des Black Lives Matter aux États-Unis, où on voit que les États-Unis ne sont toujours pas sortis finalement de cette logique de discrimination des Afro-Américains. Il y a aussi la dynamique des violences policières qui sont présentes dès mai 68, et pour la France, surtout finalement une critique du modèle patriarcal, c'est-à-dire la domination du père de famille sur le reste de sa famille, et aussi des revendications féministes. À cela s'ajoute, en France, mais surtout à l'étranger aux États-Unis, des revendications portées par les minorités sexuelles, notamment les communautés gays, puisque c'est à partir des années 70 qu'ont lieu les premières Gay Pride et que finalement l'homosexualité est dépénalisée et que les homosexuels demandent à être traités comme des citoyens au même titre que n'importe qui. Mai 68 commence comme un mouvement de contestation étudiant qui converge finalement vers le monde ouvrier, mais uniquement dans un second temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, le monde ouvrier ne réagit pas. Il ne réagit pas pourquoi? Eh bien parce que la partie finalement la plus vindicative des ouvriers est généralement membre du Parti communiste français, et que le Parti communiste français n'est pas du tout à l'origine de mai 68. Même à la base, il y est plutôt hostile, et donc ne va rejoindre le mouvement que dans un second temps, en traînant des pieds. Mais finalement, quand il va y avoir cette convergence-là entre révolte étudiante et contestation ouvrière, là, le pouvoir de Charles de Gaulle commence à vaciller. Il commence à vaciller, sauf que eh bien, cette alliance-là ne va pas tenir longtemps parce que De Gaulle va prendre des mesures sociales de revalorisation de salaire, par exemple, pour satisfaire les ouvriers, qui du coup vont reprendre le travail, et finalement, ça va casser cette union entre étudiants et ouvriers. Alors regardez, hein, c'est justement ce qui est à analyser dans ce sujet type brevet. Alors là, c'est une annale, donc un sujet qui est tombé en 2017 au brevet. Et je trouve ça assez intéressant finalement que vous puissiez vous entraîner à faire des exercices type brevet. Donc, si vous voulez vous y entraîner, bien là, mettez la vidéo sur pause, vous faites l'exercice,
Et puis une fois que vous avez répondu à ces 4 questions, vous comparerez avec le corrigé que je vais vous faire. Alors vous allez voir, ce n'est pas compliqué, hein, mais là, il y en a pour 20 points. Sachant que l'épreuve du brevet est sur 50 points, c'est presque la moitié de l'épreuve que vous jouez uniquement sur ces 4 questions. Donc ça vaut le coup quand même de faire des réponses argumentées et détaillées. Alors, pour gagner du temps, je ne vais pas vous lire le texte. Hein. N'hésitez pas à le faire, vous, si vous voulez faire l'exercice. Pourquoi peut-on dire que la jeunesse étudiante est confrontée à des difficultés financières selon les auteurs de ce texte? Eh bien, on voit là qu'ils critiquent le fait que les étudiants doivent mener une vie misérable dans tous les sens du terme, travailler au noir, c'est-à-dire de façon illégale, clandestine, pour payer ses études ou son logement, et qu'ils sont nombreux à abandonner leurs études parce qu'ils sont incapables de les payer. Il dit aussi là qu'ils aimeraient pouvoir arriver au terme de leurs études sans être aidés financièrement par papa. C'est intéressant cette idée de papa, il ne dit pas par les parents, il dit par papa. Ça montre qu'on est dans une société patriarcale où finalement c'est le père de famille qui décide. Alors relevez dans le document 2 éléments qui montrent que les jeunes aspirent à plus de liberté, j'ai souligné en bleu, et qui montrent qu'ils aspirent à plus d'égalité en vert. Qu'est-ce qui montre qu'ils veulent plus de liberté? Des choses simples, mais demander l'autorisation pour danser dans un foyer qui nous est réservé, ça ne semble pas être pour eux une vie normale. Ils ne veulent pas demander l'autorisation pour faire une petite fête. Une vie normale, c'est une vie où ils sont libres et responsables. Plus d'égalité, là, être respecté au même titre que n'importe quel citoyen, avoir les mêmes droits et les mêmes responsabilités, que l'on soit une fille ou un garçon. Ça, c'est important parce qu'effectivement, parmi les grandes revendications des étudiants de mai 68, il y a l'égalité femmes-hommes. Un 3e élément, à pouvoir discuter sur un pied d'égalité avec l'administration. Alors, relevez la phrase du texte qui incite les jeunes à s'engager dans la vie politique. C'est la toute dernière phrase. Regardez, si vous contestez ou si vous approuvez la politique menée, manifestez-vous, exprimez-vous. Ça, c'est important parce qu'au centre de mai 68, il y a une volonté de dialogue et de débat. Que l'on soit pour ou que l'on soit contre. Parce que là, ils disent, voilà, si vous contestez ou si vous approuvez la politique, manifestez-vous. Alors, il est peu probable qu'il y ait beaucoup de gens qui approuvent la politique menée qui vont quand même se manifester à une réunion qui, visiblement, est une réunion très critique. Néanmoins, tous les gens sont invités, quelles que soient leurs opinions politiques, à venir l'exprimer et à venir échanger. Donc là, on voit finalement une invitation à s'engager dans la vie politique. Ce n'est pas forcément dans la vie d'un parti politique, mais dans la vie de l'organisation finalement de la vie en communauté. C'est ça la politique, c'est organiser la vie en collectif. Et enfin, à l'aide de vos connaissances, indiquez 2 exemples d'évolution qui ont répondu aux aspirations de la jeunesse depuis les années 60. Mais par exemple, l'abaissement de la majorité à 18 ans, ou encore la libre disposition du corps des femmes à travers la loi sur l'IVG qui autorise les femmes qui le désirent à avorter en début de grossesse, qui fait un peu référence à cette idée finalement d'une égalité entre les filles et les garçons. Donc justement, on parle des filles et des garçons, et bien là un autre sujet type brevet qui montre que les étudiantes sont particulièrement mobilisées lors de mai 68. Et donc là, on va faire à nouveau un 2e sujet. Donc, si vous voulez vous entraîner, là aussi, vous mettez la vidéo sur pause, vous faites les exercices, et ensuite, on fait la correction. Alors, là, je vais lire le tract pour le coup. Étudiante, tu as été sur les barricades. La police t'a chargé et matraqué, et eux, comme les étudiants, tes camarades. Tu participes aux discussions, aux travaux des commissions, aux grandes manifestations populaires. Des lycées de filles, des instituts féminins ont parfois entraîné les autres établissements. Et parmi les 10 millions de grévistes, les travailleuses tiennent aussi leur place. Or, au cours de ces journées décisives, soit dans les grands rassemblements, soit à la radio ou à la télévision, aucune femme n'est apparue comme porte-parole. Dans les pourparlers entre syndicats, patronat et gouvernement, nul n'a réclamé formellement l'égalité de rémunération entre travailleuses et travailleurs. Nul n'a envisagé la création de services collectifs et de crèches pour soulager les femmes de leur double journée de travail. Dans l'immense débat qui s'est instauré à travers le pays, dans la grande remise en cause des structures et des valeurs, aucune voix ne s'élève pour déclarer que le changement de rapport entre les hommes implique aussi le changement des rapports entre les hommes et les femmes. Les étudiants et les jeunes veulent une morale identique pour les filles et les garçons. C'est un aspect du changement. Ce n'est qu'un aspect. Il faut que la société qui va se construire soit l'œuvre des femmes aussi bien que des hommes, qu'elle donne à toutes les femmes des chances égales à celles des hommes. Si tu es d'accord là-dessus, qu'es-tu disposé à faire? Viens en discuter avec nous.
Un document fascinant. La nature, c'est un tract. C'est dit ici. Donc là, on est sur un tract. À qui il est destiné? Eh bien, aux jeunes étudiantes. Là, c'est manifeste ici. Hein. La lettre s'adresse donc aux jeunes femmes. Relever au moins, alors là j'adore parce que donc là on est dans un sujet brevet. C'est un sujet qui est tombé au brevet en 2017, faute d'orthographe. Champion les mecs. Bon bref, relever au moins 2 inégalités hommes-femmes mentionnées dans le document. Alors, les inégalités hommes-femmes, on peut mettre ici, nul n'a réclamé formellement l'égalité de rémunération. Et là aussi, nul n'a envisagé la création de services collectifs et de crèches pour soulager les femmes de leur double journée de travail. Ils sous-entendent que les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes et que c'est plus les femmes qui s'occupent de la vie familiale et domestique que les hommes. Quels éléments du texte montrent l'engagement politique et syndical des femmes au moment des événements de mai 68? Bien, tu as été sur les barricades, donc elles ont manifesté, participé au blocage à Paris. Tu as participé aux discussions et aussi à dire, parmi les 10 millions de grévistes, les travailleuses tiennent aussi leur place. Donc, plusieurs éléments, mais qui montrent que les femmes se sont engagées dans les événements de contestation de mai 68 au même titre, finalement, que les hommes. Enfin, quel droit politique a été acquis par les femmes avant 1968 et n'est pas mentionné dans le texte? Il s'agit du droit de vote, qui a été acquis en 1944. Et effectivement, ce n'est pas du tout mentionné là-dedans. Mais comme on l'a vu, hein, c'est pas parce que les femmes acquièrent le droit de vote en 1944 qu'elles acquièrent en même temps une véritable représentation politique, parce qu'elles sont extrêmement peu nombreuses à être élues à l'Assemblée nationale. Et encore aujourd'hui, les femmes ne sont qu'une minorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Enfin, en vous appuyant sur vos connaissances, proposez 3 exemples d'évolution qui ont changé la situation des femmes depuis 1968. Il y a le droit à l'IVG en 1975, la loi sur l'égalité professionnelle de 1983 et la loi sur la parité, notamment dans le monde politique, en 2000. Alors, si là vous n'avez pas ces lois, ces dates, etc., ne laissez pas de blanc, vous écrivez des choses. Vous dites par exemple, de plus en plus de femmes font des études longues, ou les hommes s'impliquent davantage dans la vie familiale, etc. Peut-être que le correcteur ne vous donnera pas tous les points, mais il vous donnera au moins quelques petits points. Donc ça, c'est toujours le cas au brevet. Vous voyez qu'il y a beaucoup de points qui sont donnés pour chaque question. Donc n'hésitez pas à faire des réponses longues, à quand même argumenter, à quand même donner des exemples, même si vous n'avez pas une date ou un fait précis en tête. Il vaut mieux mettre quelque chose d'imprécis que rien du tout. Le correcteur vous trouvera toujours quelques petits points par-ci, par-là. Donc, comme on le voit ici, hein, les femmes souhaitent ne pas être les oubliées finalement de mai 68, parce qu'elles y ont joué un rôle important, mais elles n'en ont pas obtenu grand-chose. En tout cas, c'est ce qui est sous-entendu dans ce tract, diffusé en juin. Donc, alors que le mouvement est en train de baisser d'intensité, qu'il y a des négociations, et que les jeunes étudiantes et les jeunes femmes réalisent que si finalement ces événements vont limiter les inégalités entre les hommes, entre les riches et les pauvres par exemple, eh bien il faudrait aussi qu'elles diminuent les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc voilà un tract qui a le bulletin d'être assez explicite, le mérite d'être assez explicite. Moins de 21 ans, voici votre bulletin de vote. Que signifie ce tract? Eh bien que comme en dessous de 21 ans, on ne dispose pas du droit de vote, eh bien le seul moyen d'expression, le seul moyen de porter une revendication politique, c'est la lutte. Et là, le pavé, pourquoi? Eh bien parce que lors de mai 68, de nombreux pavés étaient jetés sur les forces de l'ordre ou sur tout ce qui pouvait représenter l'État. Sous-entendu, voilà le seul moyen d'expression qu'il nous reste si on n'a pas le droit de vote. Alors, pour reprendre un petit peu le fil de notre cours, on peut dire que finalement de plus en plus de jeunes accèdent aux études supérieures et remettent en cause du coup le modèle familial patriarcal
qui supposerait que le père domine sur l'ensemble de la famille. Ces étudiants se révoltent en mai 68 et entraînent une partie du monde ouvrier. Ils obtiennent notamment, en 1974, l'abaissement de la majorité de 21 à 18 ans. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire qu'il serait faux de penser néanmoins que tous les Français sont favorables à mai 68. Il y a une frange de Français plutôt favorable au général de Gaulle, qu'on appellera les conservateurs ou les réactionnaires, même si le terme de réactionnaire est plutôt péjoratif, qui eux, ils sont opposés. Et le plus grand penseur intellectuel de ce temps, finalement, qui est opposé à mai 68, c'est Raymond Aron. Et Raymond Aron est vraiment le grand intellectuel plutôt engagé du côté finalement de ceux qui sont opposés à mai 68, alors que la grande majorité des intellectuels sont plutôt de gauche et favorables à mai 68. Jean-Paul Sartre est favorable, Simone de Beauvoir est favorable, Foucault est favorable, Guattari est favorable. Bon, voilà, les grands, Pierre Bourdieu, le plus grand sociologue français, y est aussi très favorable. Donc voilà, la majorité des intellectuels français, quel que soit leur champ de discipline, sont favorables à mai 68, sauf ce fameux Raymond Aron. Et c'est assez intéressant parce que finalement, Raymond Aron a énormément de mépris là dans l'interview qu'il donne dans Le Spectateur engagé pour ce qui s'est passé. Il parle du carnaval des étudiants, qui était complètement ridicule. Il dit que tout d'un coup, les étudiants et professeurs ont fraternisé, ils se sont tutoyés, mais que c'était des relations complètement factices. Et à la toute fin, finalement, de cette interview, de ce passage du livre qui est consacré à mai 68, il dit de quelle sorte de fragilité s'agit-il quand on parle de la fragilité de la France gaulliste. Peut-être est-ce une impression de fragilité. Parce qu'il dit à la fin, tout ça s'est terminé à la suite d'un discours de 5 minutes du général de Gaulle décidant la dissolution de l'Assemblée. Le peuple français a conservé un talent exceptionnel de faire quelque chose de rien et de créer des événements dramatiques que l'on commente ensuite indéfiniment. Et effectivement, dans le passage de Gaulle que je vais vous montrer, où il fait ses vœux, donc à la toute fin, le 31 décembre 1968, il fait ses vœux pour la nouvelle année, on voit qu'il y a quand même un certain mépris pour ces événements, ces petits événements de mai 68, qui sont vécus comme une petite révolte de la jeunesse, mais rien de plus grave. Or, si moi je souhaite qu'on consacre là beaucoup de temps et qu'on fasse une vidéo de près d'1 heure sur ces événements de mai 68, c'est parce qu'au contraire, je pense que c'est un événement assez fondamental, c'est un événement qui a touché l'ensemble du monde, rappelons-le, et qui en plus fait énormément d'écho avec l'actualité. Mai 68, c'est aussi la demande de la libéralisation de la sexualité, de la liberté des femmes. Ça, comment ne pas aujourd'hui faire écho avec l'affaire Weinstein et toutes ces femmes qui ont le courage finalement de dénoncer les violences sexuelles subies au nom du mouvement MeToo. Mai 68, c'est aussi, surtout aux États-Unis, des émeutes à Los Angeles, à Détroit, des populations afro-américaines qui ne supportent pas l'état d'infériorité dans lequel elles sont. Comment là ne pas faire de rapport avec le mouvement Black Lives Matter? C'est aussi un moment où commencent à émerger les préoccupations écologistes. Les premières préoccupations écologistes, elles naissent à la suite de mai 68. Aujourd'hui, on voit qu'elles progressent aussi dans la société. Donc, mai 68, même si politiquement parlant c'est une défaite parce que le pouvoir gaulliste en France en sort renforcé, ça illustre quand même un certain nombre de préoccupations dans la société de l'après-Seconde Guerre mondiale qui sont encore actuelles, c'est-à-dire lutte contre les ségrégations raciales, lutte contre les discriminations subies par les femmes, pensée écologiste mise en avant, contestation des violences policières faites au nom de l'ordre, etc., etc. Sur ce, je m'arrête là et je vous laisse maintenant Charles de Gaulle en train de vous souhaiter le nouvel an. Et je regarde le général de Gaulle dire adieu à l'année 68 à sa façon.
Certes, au printemps dernier, notre pays, qui depuis 10 ans gravit la pente du renouveau, s'est trouvé dans son ascension tout à coup saisi de vertige. On a même pu croire un moment qu'il s'abandonnait à l'attrait morbide de l'abîme et qu'il allait rouler jusqu'au plus bas. Déjà, j'avais vu fin mai 68 une autre France descendre dans la rue pour réclamer le retour à l'ordre. Concernant les femmes, les mouvements féministes progressent durant cette période et notamment ces mouvements féministes revendiquent le droit des femmes à disposer de leur corps. Alors, disposer de leur corps, ça s'est fait en 2 temps. Regardez sur la frise chronologique suivante. Vous avez finalement en violet ce qui relève de la situation par rapport à l'immigration, en vert pour les jeunes, et là, ce qui nous intéresse, en rouge pour les femmes. Donc en femmes, ce n'est qu'en 1967 qu'elles obtiennent le droit à la contraception, notamment la pilule contraceptive, qui évite du coup de tomber enceinte à la suite d'un rapport sexuel. Jusque-là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas non plus de préservatif. Le préservatif, de toute façon, ne s'est popularisé que bien après, dans les années 80, suite à la pandémie de sida. Pourquoi? Parce que finalement, le préservatif offre le double avantage de protéger des maladies sexuellement transmissibles et en même temps de servir de moyen de contraception, c'est-à-dire d'éviter de tomber enceinte. Donc à cette époque-là, la contraception était surtout sous forme de pilule et surtout elle était interdite. Donc du coup, chaque femme ayant un rapport sexuel avait une chance ou une malchance, suivant comment vous considérez les choses, mais de tomber enceinte. Dans le cas où elle voulait faire cesser cette grossesse, eh bien l'avortement était considéré comme un infanticide, un meurtre d'enfant. Et donc la femme qui le pratiquait et le médecin qui l'assistait étaient considérés comme des meurtriers. Et les peines de prison étaient vraiment très très lourdes. Alors ça ne veut pas dire du coup qu'il n'y avait pas d'avortement avant la loi de 1975 qui l'autorise, mais ces avortements-là étaient clandestins. Et je vais vous lire un extrait d'un texte un petit peu rude de Louis-Ferdinand Céline, c'est-à-dire c'est un auteur brillant, Céline, mais qui a un positionnement politique assez atroce. Bref, politiquement c'est un pauvre type, mais c'est un brillant écrivain. Et dans Voyage au bout de la nuit, qui est son premier roman et qui est probablement l'un des plus grands romans jamais écrits en langue française, eh bien le narrateur, qui est aussi médecin, tout comme l'auteur d'ailleurs qui était médecin, raconte comment il pratique un avortement clandestin, et vous allez voir, c'était tout à fait abominable. Donc je précise que je ne partage absolument pas l'engagement politique de Louis-Ferdinand Céline, qui était antisémite et homophobe, mais que néanmoins, ça reste un auteur brillant qui a su aussi voir avec beaucoup de lucidité certains torts de la société, et notamment la critique qu'il fait de la Première Guerre mondiale, la critique qu'il fait de la colonisation, la critique qu'il fait du Fordisme, et la critique qu'il fait de toute l'hypocrisie autour des avortements clandestins, me semblent être des critiques extrêmement justes. Donc là, nous sommes à la moitié du roman, page 329, autant vous dire que c'est un gros roman, Le Voyage au bout de la nuit. Et Bardamu, le narrateur, qui est aussi docteur, est appelé pour une fille. Sa mère m'entrouvrit la porte du palier, avec des précautions d'assassinat. Elle chuchotait, la mère, mais si fortement, si intensément, que c'était pire que des imprécations. « Qu'ai-je pu faire au ciel, docteur, pour avoir une fille pareille? Ah, vous n'en direz du moins rien à personne dans notre quartier, docteur. Je compte sur vous. » Elle n'en finissait pas d'agiter ses frayeurs et de se gargariser avec de ce que pourraient en penser les voisins et les voisines, en transe de bêtise inquiète qu'elle était. Ça dure longtemps, ces états-là. Elle me laissait m'habituer à la pénombre du couloir, à l'odeur des poireaux pour la soupe, au papier des murs, à leur ramage sot, à sa voix d'étranglée. Enfin, de bafouillages en exclamations, nous parvînmes auprès du lit de la fille, prostrée, la malade, à la dérive.
Je voulus l'examiner, mais elle perdait tellement de sang. C'était une telle bouillie qu'on ne pouvait rien voir de son vagin. Des caillots, ça faisait glou-glou entre ses jambes, comme dans le cou coupé du colonel à la guerre. Je remis le gros coton et remontai sa couverture simplement. Alors le glou-glou du sang qui coule, effectivement, dans les premières pages du Voyage au bout de la nuit, Bardamu va à la guerre, la tête du capitaine est déchiquetée par un obus, il dit ça fait glou-glou comme une sorte de grosse confiture qui sort. Céline aime beaucoup le grotesque, ces figures de style complètement surréaliste dans les moments tragiques. Alors, on continue, que va-t-il se passer? La mère ne regardait rien, n'entendait qu'elle-même. « J'en mourrai, docteur !» qu'elle clamait. « J'en mourrai de honte !» Je n'essayais point de la dissuader, je ne savais que faire. Dans la petite salle à manger d'à côté, nous apercevions le père qui allait de long en large. Lui ne devait pas avoir son attitude prête encore pour la circonstance. Peut-être attendait-il que les événements se précisassent avant de se choisir un maintien. Il demeurait dans des sortes de limbes. Les êtres vont d'une comédie vers une autre. Entre-temps, la pièce n'est pas montée, ils n'en discernent pas encore les contours, leur rôle propice, alors ils restent là, les bras ballants, devant l'événement, les instincts repliés comme un parapluie, branlochants d'incohérence, réduits à eux-mêmes, c'est-à-dire à rien. Vache sans train. Une vache sans train. Le père est comme une vache sans train à regarder. Le train qui fait tchou-tchou là. C'est la littérature. J'ai les larmes aux yeux là, j'ai des frissons. Sa fille est en train de perdre du sang, va probablement mourir d'un avortement clandestin, et lui il est là, ne sachant que faire comme une vache sans train. Continuons. Mais la mère, elle, le tenait le rôle capital entre la fille et moi. Le théâtre pouvait crouler, elle s'en foutait, elle, s'y trouvait bien, et bonne, et belle. Je ne pouvais compter que sur moi-même pour rompre ce merdeux charme. Je hasardai un conseil de transport immédiat dans un hôpital pour qu'on l'opère en vitesse. Ah, malheur de moi! Du coup, je lui ai fourni sa plus belle réplique, celle qu'elle attendait. « Quelle honte, l'hôpital! Quelle honte, docteur! À nous! Il ne nous manquait plus que cela! C'est un comble !» Je n'avais plus rien à dire. Je m'assis donc et l'écoutai, la mère, se débattre encore plus tumultueusement, empêtrée dans les sornettes tragiques. Trop d'humiliation, trop de gêne portent à l'inertie définitive. Le monde est trop lourd pour vous. Tant pis. Pendant qu'elle invoquait, provoquait le ciel et l'enfer, tonitruée de malheur, je baissai le nez, et baissé déconfit, je voyais se former sous le lit de la fille une petite flaque de sang, une mince rigole ensuintée lentement le long du mur vers la porte. Une goutte du sommier chutait régulièrement, tac, tac. Les serviettes entre ses jambes, regorgeaient de rouge. Je demandai tout de même, à voix timide, si le placenta était expulsé déjà tout entier. Les mains de la fille, pâles et bleuâtres, au bout, pendaient de chaque côté du lit, rabattues. À ma question, c'est la mère encore qui a répondu, par un flot de jérémiades dégoûtantes. Mais réagir, c'était après tout beaucoup trop pour moi. J'étais si obsédé moi-même depuis si longtemps par la déveine, je dormis mal, que je n'avais plus du tout d'intérêt dans cette dérive à ce que ceci arrive plutôt que cela. Je pensais seulement qu'on était mieux à écouter cette mère toute gueulante, assis que debout. Pas grand-chose suffit à vous faire plaisir quand on est devenu bien résigné. Et puis, quelle force ne m'aurait-il pas fallu pour interrompre cette farouche au moment juste où elle ne savait plus comment sauver l'honneur de la famille? Quel rôle! Et qu'elle le hurlait encore! Après chaque avortement, j'en avais l'expérience. Elle se déployait de la même façon, entraînée, bien entendu, à faire de mieux en mieux à chaque fois. Cela durait ce qu'elle voudrait. Aujourd'hui, elle me semblait prête à décupler ses effets. Elle aussi, songeai-je en la regardant, avait dû être une belle créature, la mère, bien pulpeuse en son temps, mais plus verbale toutefois, gaspilleuse d'énergie, plus démonstrative que la fille dont l'intimité concentrée avait été par la nature vraiment admirablement réussie. Ces choses n'ont pas encore été étudiées à merveille comme elles le méritent. La mère devinait cette supériorité animale de sa fille sur elle, et jalouse, réprouvait tout d'instinct dans sa manière de se faire à des profondeurs inoubliables et de jouir comme un continent. Le côté théâtral du désastre, en tout cas, l'enthousiasmait. Elle accaparait de ses trémolos douloureux notre petit monde rétréci, où nous étions en train de merdouiller en chœur par sa faute.
On ne pouvait songer à l'éloigner non plus. Je l'aurais cependant bien dû tenter, faire quelque chose. C'était mon devoir, comme on dit. Mais j'étais trop bien assis et trop mal debout. Chez eux, c'était un peu plus gai que chez les Enrouilles, aussi laid mais plus confortable. Il y faisait bon, pas sinistre comme là-bas, seulement vilain, tranquillement. Ahuri de fatigue, mes regards erraient sur les choses de la chambre. Petites affaires sans valeur qu'on avait toujours possédées dans la famille, surtout le dessus de cheminée à grelots roses, en velours, comme on n'en trouve plus dans les magasins, et ce napolitain biscuité, et la table à ouvrage en miroir, en biseau, qu'une tante de province devait posséder en double. Je n'avertis point la mère à propos de la mare de sang que je voyais se former sous le lit, ni des gouttes qui tombaient toujours ponctuellement. La mère aurait crié encore plus fort, et ne m'aurait pas écouté davantage. Elle ne finirait jamais de se plaindre et de s'indigner. Elle était vouée. Autant se taire et regarder dehors, par la fenêtre, les velours gris du soir prendre déjà la venue d'en face, maison par maison. D'abord les plus petites, et puis les autres, les grandes enfin sont prises, et puis les gens qui s'agitent parmi, de plus en plus faibles, équivoques et troubles, hésitant d'un trottoir à l'autre avant d'aller verser dans le noir. Plus loin, bien plus loin que les fortifications, des fils et des rangées de lumignon dispersés sur tout le large de l'ombre comme des clous, pour tendre l'oubli sur la ville. Et d'autres, petites lumières encore qui scintillent parmi des vertes, qui clignent, des rouges, toujours des bateaux, et des bateaux encore, toute une escadre venue là de partout pour attendre, tremblante, que s'ouvrent derrière la tour les grandes portes de la nuit. Si cette mer avait pris un temps pour souffler, et même un grand moment de silence, on aurait pu au moins se laisser aller à renoncer à tout, à essayer d'oublier qu'il fallait vivre. Mais elle me traquait. « Si je lui donnais un lavement, docteur, qu'en pensez-vous » Je ne répondis ni par oui ni par non, mais je conseillai une fois de plus, puisque j'avais la parole, l'envoi immédiat à l'hôpital. D'autres glapissements, encore plus aigus, plus déterminés, plus stridents en réponse. Rien à faire. Je me dirigeai lentement vers la porte, en douceur. L'ombre nous séparait à présent du lit. Je ne discernais presque plus les mains de la fille posées sur les draps, à cause de leur pâleur semblable. Je revins pour sentir son pouls, plus menu, plus furtif que tout à l'heure. Elle ne respirait que par à-coups. J'entendais bien, moi, toujours le sang tomber sur le parquet, comme à petits coups d'une montre de plus en plus lente, de plus en plus faible. Rien à faire. La mère me précédait vers la porte. Surtout, me recommanda-t-elle, transie, docteur, promettez-moi que vous ne direz rien à personne. Elle me suppliait. Vous me le jurez ? Je promettais tout ce qu'on voulait. Je tendis la main, ce fut 20 francs. Elle referma la porte derrière moi, peu à peu. Voilà. C'est ainsi que Louis-Ferdinand Céline, dans Le Voyage au bout de la nuit, raconte finalement cet avortement clandestin. Pourquoi vous avoir lu tout ça je sais pas, pour montrer la puissance de la littérature, peut-être, tout simplement. C'est... Là, ce que vous avez pris, c'est une déflagration de littérature. Je pense, après l'avoir lu, franchement, je pense qu'en troisième, vous n'êtes pas prêt, en fait, pour lire un roman comme ça. Mais par expérience, je sais qu'il suffit qu'on dise à des élèves, vous n'êtes pas prêts pour lire ça, la première chose qu'ils vont faire, c'est le lire. Bon, bah écoutez, si vous lisez Le Voyage au bout de la nuit, bon courage, c'est un petit peu comme si pendant 600 pages, vous étiez sur un ring de boxe et qu'on vous mettait des coups, des coups, des coups, des coups. C'est un petit peu ça, Le Voyage au bout de la nuit. Mais des coups d'une telle puissance. Voilà, c'est un très très grand romancier, Céline, quoi qu'on en pense par ailleurs. Avec Le Voyage au bout de la nuit de... Non, quoi ça s'appelle ? Le Voyage au bout de la nuit de Céline et La Recherche du temps perdu de Proust sont vraiment les deux grands romanciers du début du XXe siècle. Bon, quoi qu'il en soit, je referme cette parenthèse-là, mais pour vous montrer finalement cette hypocrisie qu'il y a, cette mère-là qui fait son théâtre, qui veut absolument pas envoyer sa fille à l'hôpital, parce qu'elle mourrait de honte, mais elle mourrait de honte, mais sa fille, elle meurt tout court. Elle meurt tout court parce que sa mère ne veut pas l'envoyer à l'hôpital, qu'elle préfère risquer la vie de sa fille à la honte de montrer qu'elle était enceinte sans être mariée. Donc c'est un texte extrêmement cruel, mais qui montre finalement le rapport hypocrite qu'avait la société du début du XXe siècle par rapport à la pratique des avortements clandestins. Donc, poursuivons le cours.
Encore une annale, c'est la dernière pour, pour cette vidéo, où on nous demande de comparer trois documents. Alors d'abord, concernant le témoignage d'une femme d'ouvrier, c'est le document 1. S'il n'y avait pas les enfants, j'aurais recommencé à travailler comme avant. Mais il y a ce quatrième. Ah, il n'a pas été désiré, celui-là. J'en avais eu 3 en moins de 3 ans. Je pensais que cela suffisait. Et puis en voilà un autre. Pour boucler les fins de mois, je fais du lavage et du repassage pour les autres. Parfois je garde un enfant, mais en cachette de mon mari, qui ne voudrait pas que je travaille. Quand je vais chez quelqu'un d'autre, je me rends compte que je n'ai presque rien. Je me dis que si je pouvais travailler, j'en aurais autant. J'aimerais avoir une journée à moi, entièrement libre. Alors quels sont les souhaits de cette femme d'ouvrier, de réponses attendues? Qu'est-ce qui l'empêche de les réaliser? De réponses attendues. Alors moi j'ai trouvé 3 de chaque. Les souhaits, c'est que cette femme, elle souhaiterait pouvoir travailler, sans avoir à demander l'autorisation de son mari. Elle travaille en cachette de son mari. C'est incroyable. Ça montre cette société patriarcale. Elle souhaiterait aussi avoir plus de temps libre et posséder plus de biens de consommation. On voit qu'elle est jalouse finalement de ce que possèdent les autres, parce que ces années 60, c'est aussi le début d'une société de consommation portée par les 30 Glorieuses, où on peut acheter comme ça de plus en plus de biens de consommation, et où finalement la classe moyenne accède à un certain confort que lui jalousent les plus pauvres. Alors qu'est-ce qui l'empêche de réaliser ça? Mais le fait de devoir s'occuper de ses 4 enfants, et la pauvreté l'empêche de réaliser ses souhaits. Elle montre bien que le 4e enfant, elle aurait aimé ne pas l'avoir. C'est cruel ce qu'elle dit. Mais si cette femme se plaint de ne pas avoir eu d'avoir eu un enfant, c'est donc qu'elle regrette de ne pas avoir accès à des moyens de contraception. Et vous voyez que les enfants s'enchaînent à 3 enfants en 3 ans, sachant qu'il y a 9 mois de grossesse entre-temps, c'est-à-dire qu'elle retombe enceinte quasiment le lendemain de son accouchement. Donc les grossesses se succèdent, y compris quand elles ne sont pas désirées, et les femmes sont en quelque sorte prises au piège de ces grossesses qui les empêchent de travailler et de se réaliser sur le plan personnel. Alors, document 2, maintenant, elle s'intéresse à la loi Veil. Donc la loi Veil, une loi pour légaliser l'avortement. Alors que nous dit cette loi Veil? La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse, il précise bien que son état place dans une situation de détresse, peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la 10e semaine de grossesse. Si la femme est mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exercent l'autorité parentale est requis. Un médecin n'est jamais tenu de donner suite à une demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci, mais il doit informer l'intéressé de son refus. Donc, la loi Veil autorise les femmes à avorter en début de grossesse. Attention, je précise, en début de grossesse. C'était jusqu'à 10 semaines, aujourd'hui ça a été porté à 12 semaines en fait, c'est donc le premier trimestre de grossesse. Au-delà de ce délai, sauf pour des raisons médicales, c'est-à-dire si l'enfant n'est pas viable ou si la vie de la mère est menacée par cette grossesse, mais sauf des cas médicaux très précis, l'avortement est interdit en France. On ne pouvez pas avorter le 2e ou 3e trimestre de grossesse. Ce qui pose problème d'ailleurs quand il y a ce qu'on appelle des dénis de grossesse, c'est-à-dire qu'une femme est enceinte sans en avoir conscience. Bon. Alors, quelles sont les limites prévues par la loi? Alors, ces limites, c'est justement la durée. Déjà, la loi fait en sorte que l'interruption volontaire de grossesse ne soit prévue que durant les 10 premières semaines. Et elle prévoit aussi qu'un médecin soit libre de refuser de pratiquer cet acte si c'est contraire à son éthique. Et enfin, si la femme est célibataire, il est précisé qu'il faut que un des parents donne son consentement. Donc 3 limites, nous en demandons 2. Alors, ça peut vous sembler étrange finalement, cette histoire de médecin qui peut refuser de pratiquer cet acte. Eh bien, dans la brillante thèse de médecine réalisée par le docteur Anne Ramon-Evin, qui est ma maman, cette thèse s'intitulant « Le médecin, le phénomène religieux et le concept de procréation », eh bien, il est montré que finalement, les religions ont un rapport différent à la contraception et à la question de l'avortement, et que la religion catholique est une des religions les plus fermées sur les questions de contraception et d'avortement. C'est-à-dire que l'Église condamne aussi bien l'interruption volontaire de grossesse que l'usage de la pilule, que l'usage du préservatif. À l'heure actuelle, encore. Et dans le serment d'Hippocrate, vous voyez qui a été mis en toute dernière page de cette thèse,
il est écrit ici, je garderai le respect absolu de la vie humaine. Et donc, certains médecins considèrent finalement que le fait de pratiquer une IVG est contraire soit à leur conviction religieuse, soit à cette partie-là du serment d'Hippocrate, si on considère que la vie humaine commence dès la fécondation, dès l'embryon en quelque sorte. Bon, c'est une thèse pour connaître voilà, l'opinion religieuse et politique de mes parents, puisqu'en fait c'est mon papa qui l'a écrite pour ma mère. Hein. Comme les deux sont médecins, en fait ils ont fait plus ou moins 2 fois la même thèse en changeant quelques mots. Voilà, je ne les félicite pas pour ça. Soit disant que ma mère devait s'occuper alors de mon frère, mais de toute façon c'était pas ma faute, puisque moi je n'étais pas né à ce moment-là. Mais voilà, dans cette thèse, néanmoins, même s'il y a un parti pris assez marqué, il y a un élément qui est assez intéressant qui est dit, moi personnellement je trouve ça intéressant et j'en profite pour féliciter mes parents, qui est que les médecins quand même gagneraient à essayer de prendre en compte l'opinion religieuse de leurs patients. Parce qu'il y a quand même un lien entre les convictions religieuses et le fait de vouloir ou non recourir à tel moyen de contraception ou tel moyen abortif. Voilà. Bon, donc voilà, petite dédicace à mes parents que j'embrasse et qui seront extrêmement fiers que je cite leur thèse. Alors, la loi Veil 1974, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc là, on a Simone Veil, alors ministre de la Santé sous le gouvernement de Giscard d'Estaing, qui a un discours très émouvant parce qu'elle dit excusez-moi de dire ça devant une assemblée majoritairement composée d'hommes, parce qu'effectivement 90% des députés à cette époque-là étaient des hommes, mais aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Et elle précise bien qu'avorter est toujours un drame, qu'elle ne fait pas cette loi pour favoriser l'avortement, elle le fait juste pour éviter ces avortements clandestins, comme je viens de vous en lire un extrait dans Le Voyage au bout de la nuit, qui ruinent des vies chaque année. Et c'est un débat qui est d'une violence inouïe. Simone Veil est accusée de vouloir jeter ses bébés dans des fours crématoires, à tel point, à ce moment-là, des insultes, elle quitte la salle en pleurs. Alors pourquoi le mot four crématoire l'a fait frémir? Simone Veil a quand même été déportée à Auschwitz. Elle a survécu, une partie de sa famille en est morte, et donc utiliser cette attaque-là et faire finalement un parallèle entre la loi sur l'IVG et le génocide mis en place par les nazis est tout simplement odieux. Simone Veil a été une femme extraordinairement courageuse de vouloir porter cette parole-là à son époque. Et c'est d'ailleurs avec une fierté, hein, une grande fierté, que j'ai appris l'année dernière que les élèves de terminale avaient choisi la figure de Simone Veil pour être leur patronne de promo. Parce qu'à là, chaque année, nous avons un patron de promo. Et l'année dernière, il s'agissait de Simone Veil. Et effectivement, je trouve que c'est une femme tout à fait admirable. Alors, dernier élément pour cette analyse de texte. Après avoir analysé les documents, préciser comment la place des femmes dans la société a évolué entre 1960 et 1980. Là, il faut voir aussi le document 3, qui est un discours de François Mitterrand, en 1982. La situation de la femme dans notre société reste marquée par la dépendance, l'inégalité et le non-respect du droit de la personne. Les femmes sont majoritaires parmi les smicards, les chômeurs, les allocataires du minimum vieillesse. Donc ce qu'on peut dire finalement, c'est que si on voit la place des femmes dans les années 60-80, eh bien, elles obtiennent un certain nombre de droits concernant la libre disposition de leur propre corps, à travers le droit à la contraception et le droit à l'IVG. Mais elles restent encore dans une situation de précarité économique. Elles sont majoritaires parmi les chômeuses et les smicards, enfin les bas salaires. Et on peut aussi ajouter, ce n'est pas dit dans les documents mais nous le savons, que par ailleurs elles sont marginalisées, c'est-à-dire mises à l'écart sur le plan politique, puisqu'elles sont très peu à être élues, y compris à l'heure actuelle. Et vous pouvez vous permettre de dire qu'à l'heure actuelle, il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà, certes, c'est donner un peu son avis, ce qu'en histoire on ne vous invite pas trop à faire, mais c'est aussi une façon de faire le lien entre ce que l'on apprend en histoire et ce que l'on apprend en enseignement moral et civique. Voilà, et qu'effectivement, les inégalités femmes-hommes existent depuis longtemps dans notre pays. Il y a eu des améliorations au cours du XXe siècle, mais il reste encore beaucoup à faire à l'heure actuelle. D'ailleurs,
on va terminer du coup cette partie sur le féminisme avec cette photographie que je trouve très éloquente, où on a finalement le fossé générationnel. Cette photographie, elle a été prise en 1969. Donc on voit une dame habillée un peu à l'ancienne, couverte au niveau des cheveux, lisant le journal Le Figaro, donc c'est un journal plutôt conservateur. Et à côté, une jeune fille plutôt indifférente, puisqu'elle regarde son miroir, elle semble pas se soucier de ce qui se passe autour d'elle, habillée beaucoup plus court, donc une libération du corps, et aussi avec les cheveux détachés. Ça vous marque peut-être moins, mais dans les années 70, il n'était pas courant qu'une femme sorte en cheveux. Il y avait une expression sortir en cheveux, c'est-à-dire les cheveux découverts. Normalement, voilà, il fallait porter un petit foulard, un petit voile, un chapeau, hein. Pas pour des raisons religieuses, hein, rien à voir avec le voile islamique, mais c'était une coutume. Une femme respectable devait se couvrir la tête en France dans les années 60. Donc là, on a finalement une sorte de fossé générationnel qui se voit aussi sur finalement la mode vestimentaire. Donc voilà finalement pour l'essor du féminisme rendu possible par mai 68, mais qui est encore d'actualité parce que malgré la loi sur la parité de 2000, qui oblige finalement les partis politiques à présenter autant d'hommes que de femmes, eh bien les femmes sont encore sous-représentées dans le monde politique et aussi dans le monde professionnel. C'est-à-dire sur les 40 plus grandes entreprises françaises, hein, c'est-à-dire les 40 entreprises du CAC 40, à l'heure actuelle, il n'y a pas une seule femme chef d'entreprise du CAC 40. Voilà. Donc troisième partie, on va parler maintenant du fait que la France connaît une immigration un peu plus intense à partir des années 60, comme on le voit là, et que du coup elle devient multiculturelle. On le voit sur ce graphique, hein, les immigrés sont majoritairement originaires d'Europe du Sud dans un premier temps, puis ensuite du Maghreb. Alors là, je ne comprends pas trop, hein, ils distinguent ici les Africains, des Algériens, Tunisiens, Marocains, qui est contestable, parce que les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, donc, qui habitent la partie nord de l'Afrique, ce qu'on appelle le Maghreb, sont aussi des Africains. Et donc distinguer les deux, c'est un peu comme si là on partait du principe que ça c'est l'Afrique noire, et ça c'est l'Afrique blanche, et depuis la colonisation, on ne parle plus d'Afrique noire et d'Afrique blanche. Donc ça c'est très contestable de les avoir séparés. J'aurais pu juste ajouter autres Africains, mais mettre juste Africains comme ça, c'est quand même assez regrettable. Quoi qu'il en soit, on voit, dans un premier temps, c'est surtout une immigration européenne, puis à partir des années 60-70, une immigration surtout du Maghreb, et une immigration ici qui semble stagner finalement à partir des années 70. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 1974, comme on l'a vu sur la vidéo précédente, il y a une forte crise économique, et donc du coup le gouvernement décide de suspendre l'immigration de travailleurs, mais permet néanmoins le regroupement familial. Ça c'est pour favoriser finalement une meilleure intégration des immigrés. Alors qu'est-ce que c'est le regroupement familial? Eh bien un travailleur immigré travaillant en France depuis un certain nombre d'années, s'il a une femme et des enfants qui vivent à l'étranger, eh bien il va pouvoir les faire venir en France, et de cette façon il va pouvoir s'intégrer à la société française en faisant venir sa famille et en s'installant durablement sur le territoire. Alors depuis les années 70, finalement, le pourcentage d'étrangers en France s'est stabilisé autour de 7%. Il y a 7% d'immigrés en France. Alors vous voyez ici que ça semble augmenter. Oui, ça augmente, mais la population française augmente aussi. Donc finalement, si on prend le pourcentage, il reste stable. Ce qui fait qu'on peut dire deux choses qui semblent très différentes, c'est que le nombre d'immigrés a augmenté en France ces dernières années, oui, mais le pourcentage d'immigrés est resté stable. Les deux sont vrais. Parce que le nombre a augmenté, mais dans une population qui elle-même a augmenté. Par contre, on ne peut pas dire que l'immigration a pris beaucoup plus d'importance qualitativement dans la société française, puisque son pourcentage est resté stable. Généralement d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est plus intéressant de parler en chiffre relatif, c'est-à-dire en pourcentage, qu'en chiffre absolu, en nombre. Mais si je dis ça, c'est finalement pour aiguiser votre esprit critique, parce qu'on peut dire deux choses qui ont finalement des répercussions politiques très différentes, qui laissent penser que l'immigration augmente ou que l'immigration est stable, juste en maniant chiffre absolu, le nombre d'immigrés, ou chiffre relatif, le pourcentage d'immigrés dans la population totale.
Bon, là je vous ai peut-être un petit peu perdu, désolé. Quoi qu'il en soit, on peut dire que la France est devenue une société quand même multiculturelle, et ça, elle le doit, ces changements grâce aux revendications finalement portées par les femmes, par la jeunesse, mais aussi les apports des populations immigrées, et je pense notamment aux apports culinaires, qui sont des apports culturels importants, comme les pizzas ou les kebabs. Et voilà, kebab est donc le dernier mot de votre programme d'histoire de 3e. J'en suis extrêmement fier. Pour résumer, donc, nous pouvons dire que la révolte de mai 68 est marquée par la critique de la société patriarcale. Les jeunes et les femmes réclament plus de considération. Nous pouvons dire aussi que l'immigration, qui est particulièrement importante dans les années 60, se stabilise autour de 7% de la population à partir des années 1970, qui sont marquées par la crise économique et donc le frein de cette immigration de travailleurs. Sur ce, c'est donc terminé pour l'histoire cette année. Du fait du Covid-19, la génération 2020 n'aura pas d'examen du brevet, mais après tout, ces vidéos vont rester en ligne. Donc si vous êtes la génération 2021, 2022, 2023 et que vous allez très bientôt passer le brevet, bonne chance, bon courage et banzai!